Les prix des carburants sont à la baisse. Les détails dans ce journal-là. Plainte contre le directeur de publication du journal Azalaï Express par le directeur général de Wassoulor. Nous allons également parler du sport dans ce journal avec Mamadou Sidi Haïdara qui nous explique les lois du jeu mais aussi le VAR. Mesdames, Messieurs, partout où vous nous suivez, bonsoir et bienvenue à ce journal d'information comme annoncé dans les titres. Le prix des carburants ont baissé depuis ce vendredi 10 décembre 2018. Modibo Gouro Diala, directeur général de l'Office national des produits pétroliers, nous explique les raisons de cette baisse. Il est au micro de Fatimata Koulibaly et de Oumar Traoré. Les baisses qu'on a opérées exactement le 10 décembre dernier sont consécutives aux baisses de prix fournisseurs qu'on a enregistrées sur le plan international. Donc, puisqu'on a reçu des achetés moins chers, donc il fallait logiquement aussi répercuter cette baisse sur les prix à la pompe. Alors c'est pourquoi, après tout calcul fait, ça correspondait, selon notre mécanisme en place ici, ça correspondait à des baisses de 10 francs sur le supercarburant et de 11 francs sur le gasoil. Ça concerne les produits liquides, parce que le gaz butane, c'est un peu de particularité par rapport aux autres produits liquides. Donc ça a beaucoup concerné les produits liquides. Le supercarburant, le gasoil, le pétrole lampant et puis le fuel qui est utilisé dans les grosses industries. Ça ne dépend pas forcément de l'ONAP. C'est au vu de l'analyse des prix affichés sur le plan international que nous pouvons, à notre niveau ici, réagir. Donc en cas de baisse, alors si les baisses continuent, on va continuer à baisser en respectant le mécanisme qui est en place. C'est ce qui a toujours été fait. Et en cas de hausse, comme je l'ai dit, même si l'État répercute ces hausses, mais c'est de façon partielle. Et donc la partie qui n'est pas répercutée est prise en charge comme en termes de subvention par l'État. Donc au niveau du cordon douanier, on baisse les droits, donc c'est sous forme de subvention de l'État. On va croiser les doigts pour que les prix continuent, la baisse continue. Chaque fois que on enregistre des baisses, donc on est obligé, on est tenu de jouer le jeu du mécanisme. Alors ça va se traduire forcément par des baisses au niveau des prix à la pompe. Mais tout dépend des prix des producteurs de produits, des producteurs de pétrole. Alors donc on va croiser les doigts pour qu'on continue à avoir des prix plus intéressants pour le meilleur et des consommateurs et de l'ensemble des consommateurs. Également annoncé dans les titres, le PDG du Wassoulor, Aliou Boubacar Diallo, a porté plainte contre le directeur de publication du journal Azalaï Express. Selon le journaliste Mahaman Maïga, cette plainte n'est pas fondée. Il est au micro de Fatimata Koulibaly et de Oumar Traoré. Lundi, j'ai reçu l'appel d'un huissier de justice disant qu'il avait une correspondance pour moi. Alors, je lui ai indiqué comme dans nos locaux, il est venu, il nous a apporté une plainte. Alors, nous sommes aussi surpris que l'ensemble de la presse malienne, qu'un homme comme Aliou Boubacar Diallo, sa société Wassoulor, ont décidé de porter plainte contre le journal Azalaï Express, je précise bien journal Azalaï Express, pour un post que ma personne est mis comme sur ma page Facebook. Alors, mais ce qui nous surprend dans ça, c'est que le journal Azalaï Express n'a jamais écrit contre ni Aliou Boubacar Diallo, ni sa société. En tout cas, pour ce concernant l'affaire en question. C'est la page Facebook, c'est sur ma page Facebook que j'ai relié comme une information que moi-même j'ai vue ailleurs. Je n'étais pas le premier à publier cette information. Le même jour, quelqu'un d'autre l'avait publié avant moi. Alors pourquoi c'est moi qui suis visé par une plainte? Pourquoi c'est mon journal qui est visé? Dans sa plainte,
Ils évoquent la loi de 2000, c'est-à-dire la loi portant régime de presse et délit de presse. Et cette loi ne régit que les organes de presse habilités ou bien qui sont autorisés à apparaître. Alors, que je sache, Facebook n'est pas encadré par cette loi-là. Il n'y a pas d'ailleurs à ma connaissance comme une loi ou bien un code au Mali qui réglemente comme dans les réseaux sociaux. Alors, pourquoi partir comme juste d'impôts sur Facebook pour attaquer comme dans le journal Azalea Express? Parce que pour moi, comme dans cette plainte n'a même pas de fondement en fait. C'est une plainte qui n'a même pas de fondement. Donc en attendant comme le jugement prévu pour le 29, nous réservons de faire comme d'autres commentaires. C'est le lieu de remercier l'ensemble de la corporation, de la presse malienne, à commencer par l'ACEP, l'Association des éditeurs de la presse privée, la Maison de la presse, l'association le mouvement de protection des journalistes, l'INAJON, l'Union nationale des journalistes de l'Afrique de l'Ouest, bon, toutes les organisations faîtières pour leur mobilisation. Dès qu'ils ont eu vent de cette affaire, ils sont mobilisés, ils sont là-dessus, ils sont sur le qui-vive. Ils m'ont témoigné, ils m'ont affirmé leur soutien. Parce que ce qui est sûr, aujourd'hui ça pourrait être moi, demain ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ce qui se passe actuellement dans ce pays-là, on a l'impression qu'il y a une volonté délibérée de museler la presse, une volonté de traumatiser psychologiquement les journalistes et les empêcher de faire leur travail. Sinon, que pour des faits aussi banals que ça, on ne voit pas pourquoi le journal Azalea Express peut être cité. Parce que le mission en question ne pourrait jamais apporter un article de presse de Azalea Express qui mentionne cela. Alors, ce qu'on a lieu de faire, comme lui, nous allons nous apprêter et attendre le 29 janvier, le jour de l'audience, où on est convoqué. Déjà, comme on l'a dit, on est en contact avec des avocats, il y a même des avocats qui se sont constitués bénévolement pour nous soutenir, parce que c'est des gens qui croient à la liberté de la presse, qui croient vraiment que c'est un métier noble, qui mérite d'être défendu, et qu'il faut sortir les journalistes des griffes d'hommes politiques ou d'opérateurs économiques tentant de les museler. Enfin, page sport. Qu'est-ce que c'est que le jeu? À quoi ça sert? Le VAR est-il important dans une rencontre de football? Les éléments de réponse avec Mamadou Sidi Haïdra, arbitre international. Il est au micro de Awa Kamisogo et de Sidi Maman Sidibé. Comme vous le savez, les lois du jeu, c'est un ensemble de textes qui sont composés de 17 lois. Il y a toutes les informations concernant l'utilisation des lois du jeu, ça se trouve dans ces textes-là. Et parmi ces 17 lois, on ne peut pas dire que l'une est plus importante que l'autre, mais il y a des lois qui reviennent le plus souvent, comme la loi 12, faute et incorrection, et la loi 11, le hors-jeu. Et ça, c'est les lois qui sont le plus en question dans l'interprétation des lois du jeu. Si je vois par exemple la loi 12, actuellement, la loi qui porte beaucoup plus de controverses, ça c'est la loi concernant la faute de main. Vous savez, tout le monde sait qu'actuellement, la faute de main, quand le ballon touche la main, il y a toujours des discussions par rapport à ça. Mais dans l'interprétation, nous avons un concept. Le concept, c'est quoi? C'est que quand le ballon vient à la main, et là, généralement, on sanctionne. Mais pour que ça soit sanctionné, il faut qu'il y ait certaines conditions, il y ait un certain nombre de considérations que les techniciens savent bien. Donc la faute de main, c'est un peu la partie qui fait beaucoup de discussions. Ensuite, l'interprétation du hors-jeu aussi. Vous savez que le hors-jeu, c'est simple par définition, mais dans l'interprétation, il y a beaucoup de difficultés. Et même les techniciens, souvent, ils se confondent
dans l'interprétation parce que il faut voir est-ce que le joueur tire un avantage de sa position, est-ce qu'il interfère dans le jeu, voilà. Et là, c'est l'interprétation et la phase de jeu qui détermine s'il y a hors-jeu ou pas. Voilà un peu brièvement parler de la loi et des lois du jeu. Et les lois du jeu, c'est absolument important, mais vous savez, un arbitre qui maîtrise les lois du jeu, ce n'est pas suffisant pour diriger une rencontre. Il faut non seulement connaître les lois du jeu, mais il faut les utiliser à bon escient. Il faut être intelligent, il faut faire une bonne gestion pour que le match soit une réussite. Ce n'est pas seulement la connaissance technique des lois du jeu qui fait qu'on est un bon arbitre, mais il faut aussi savoir les interpréter, savoir les mettre en place et aussi appliquer le concept de l'arbitrage, le nouveau concept de l'arbitrage africain pour que tu puisses être un bon arbitre. Le VAR, c'est en fait, en anglais on dit Video Assistant Referee. Ça c'est arbitre assistant vidéo. Donc c'est l'utilisation de la vidéo pour aider les arbitres à prendre les décisions. Donc la philosophie du VAR, c'est de voir est-ce qu'il y a une erreur claire de l'arbitre. Si tel est le cas, le VAR peut intervenir. Mais si l'erreur n'est pas aussi claire, c'est-à-dire qu'on cherche les gros cailloux, mais on ne cherche pas les petits cailloux. Ça, c'est le concept. Donc, minimum d'interférence, maximum de bénéfices. Donc ça veut dire que le VAR doit intervenir très peu dans le jeu et en tirer un grand bénéfice. Si vous voyez la dernière Coupe du Monde, si vous regardez un peu les statistiques, il n'y a pas eu un seul but hors jeu pendant cette Coupe du Monde. Et ça, c'est grâce à l'utilisation du VAR. Donc c'est quelque chose, on tire un grand bénéfice de l'utilisation du VAR. Donc, le VAR intervient sur un certain nombre de faits, s'il y a but ou pas but, penalty ou pas penalty, et carton rouge direct. C'est-à-dire que ce n'est pas un deuxième carton jaune, mais c'est un carton rouge direct. Ou si on se trompe d'identité, par exemple, on doit donner le carton jaune au numéro 6, et si on le donne au numéro 16, alors le VAR peut intervenir et rectifier l'erreur. Donc ça, c'est des erreurs évidentes. Donc c'est pour éviter ça que le VAR intervient dans les matchs. Les 4 points que j'ai dit, ça c'est les points où le VAR intervient. Les situations dans la surface de réparation, et but ou pas but. C'est-à-dire que, est-ce que le ballon a franchi la ligne? Là, si tel est le cas, le VAR peut intervenir et aider l'arbitre à prendre la bonne décision. Et l'arbitre assistant vidéo fait des recommandations à l'arbitre. Donc c'est à l'arbitre de prendre la décision finale. C'est pour dire que le rôle de l'arbitre est toujours là, il est toujours le responsable, il est toujours le directeur du jeu, c'est lui qui prend la décision finale. Le VAR ne prend pas la décision finale. Le VAR recommande de prendre une telle ou telle décision selon la vidéo. Mais c'est l'arbitre qui prend toujours la dernière décision. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler un peu. C'est vrai, je parle à titre personnel par rapport à cette émission. Et c'est pour partager mon expérience, ma compréhension des lois du jeu, et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur LTV.